plus de 36 années de ma vie ont été bousillées, abîmées, pourries par ces deux personnes. Qu'est-ce que fait la justice ? Où est le procès équitable ? Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à deux fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé de faire appel à vous. Il s'appelle Olivier Agredano. Il a 53 ans et c'est le neveu du célèbre producteur de TF1, Gérard Louvain. Depuis 2014, il explique sans relâche à la police et à la justice que durant son enfance, il avait été violé par Daniel Moine, le compagnon de Gérard Louvain, avec la complicité de ce dernier. Ce qui est incroyable, c'est que malgré son témoignage dans Complément d'enquête en 2021, puis dans notre documentaire Sex Connection en novembre dernier, la justice semble à l'arrêt. Protège-t-elle le couple Louvain-Moine ? Pour comprendre, nous avons réinterviewé Olivier Agredano et vous allez voir qu'il nous a fait de nouvelles révélations de nature à fragiliser la défense de Gérard Louvain et Daniel Moine. Ça commence vers 10-11 ans, ça dure des années, interminables d'ailleurs, dans ma tête aujourd'hui. Je suis invité très régulièrement en week-end, et puis en vacances d'été à Saint-Tropez, où là c'est des vacances qui durent 4 semaines, voire plus parfois. La première fois, ça démarre vraiment très très en douceur, c'est-à-dire que Daniel vient me border et elle me fait des caresses, des guilis, ce dont je n'avais pas l'habitude avant. Jamais d'ailleurs. Et puis petit à petit, il prend ma main, qu'il approche de son sexe. Dans ces débuts-là, mon job, c'était de faire éjaculer Daniel, d'accord ? Enfin, c'était mon job, je ne sais pas si on dit job, mais en tous les cas, fallait que j'arrive au bout de ce que Daniel voulait, quoi. Je ne suis pas un humain, je suis un objet. C'est-à-dire que je dois faire ce que l'on me demande de faire. Et ça devient un automatisme après, hein. C'est-à-dire que ça devient automatique. Voilà, mais sans réaction corporelle. Il n'y a plus d'érection chez moi. Il y a les premières fois, parce qu'il y a une espèce de découverte, quoi. Il y a un truc, il y a un effet en moi, quoi. Et puis, qui part très vite. Parce que, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, c'est pas mon choix, quoi. Je venais de passer peut-être 6 à 10 minutes avec Daniel, parfois plus, mais je parle des débuts, hein, pour le faire éjaculer. Et à chaque fois, pendant des années, c'était « Allez, va dire bonne nuit à ton oncle, maintenant ». Je me levais, j'allais faire un bisou à Gérard, et je revenais dans la chambre, me coucher. Pendant que Daniel était en train de se lever, de s'essuyer, enfin d'aller dans la salle de bain. Voilà, donc vous pouvez pas me dire qu'il ne savait pas, quoi. À 11 ans, 12 ans, j'avais la place d'un rabatteur. Il fallait que je trouve un copain dans mon village où j'habitais avec mes parents qui souhaitait bien venir passer des week-ends avec moi. Parce que comme je vous ai dit déjà, Gérard ne m'a jamais touché. Cependant, il lui fallait son jouet aussi. Daniel avait le sien. En fait, Gérard Louvain et Daniel Moine m'ont colonisé comme on colonise un pays. Pareil, de la même manière. Dès l'enfance,
ils m'ont formaté, quoi, à leur sauce, quoi. Malades. Parce que pour moi, ce sont des malades, ces gens-là. Et ils m'ont pris enfant, et ils m'ont amené, ils m'ont formaté à exactement ce qu'ils voulaient, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les années suivantes, puisque pas à 11 ans, pas à 12 ans, je dirais 12 ans et demi, 13 ans, à force d'être invité en week-end, l'été, et ben il y a un moment où on me jette en pâture dans une pièce, dans une chambre avec 5-6 hommes, quoi. J'étais dysfonctionnel, quoi, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je me revois dans ce monde, projeté dans ce monde d'adultes en permanence. Je travaillais, j'étais garçon d'orchestre. Gérard était très fier de me montrer mon nom au générique. Olivier Agredano dans les émissions de Sacrée Soirée. J'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il me donnait 200 francs comme ça chaque mercredi. Les fameux après Sacrée Soirée, les après Sacrée Soirée, le mercredi soir, ou quand il n'y avait pas classe le lendemain, ou qu'ils voulaient me garder pour le week-end parce qu'il y avait un jour congé ou un jour off, enfin je sais plus. Et là, on partait, les 2 voitures, une 3e voiture qui suivait. J'étais ou dans la voiture avec Gérard ou dans la voiture avec Daniel, ça dépendait. Ce qui était sûr, c'est que quand j'étais dans la voiture avec Daniel, on passait par le bois de Boulogne pour voir tous ces travestis. Ils roulaient à 2 à l'heure pour dire « regarde, regarde ». C'était déjà tordu, quoi. C'était déjà bien tordu, quoi. Et puis on arrivait dans leur maison à Sèvres-Ville-d'Avray. Et là, les mecs arrivaient, quoi. Les mecs arrivaient de l'émission. Des amis à eux ? Des amis, je sais pas si on dit amis, mais vous savez, c'est quand vous êtes producteur avec Gérard, Daniel, il y a tous ces hommes qui gravitent autour, ces jeunes hommes qui sont là, qui rêvent d'une carrière, chanteurs, acteurs, ce que vous voulez, quoi. Et donc ils sont là, quoi. Ils sont prêts, ils sont en garde à vous pour eux, quoi. Et puis je me revois sur le canapé, d'ailleurs, à cet angle à gauche, là, comme ça, jaune, en cuir. Gérard sur le fauteuil, à droite, et qui me disait allez, vas-y, va les rejoindre. Et j'étais aux ordres, quoi. Comme je vous ai dit, c'est des gens qui sont censés vous protéger. Un enfant de 10, 11, 12, 13, 14 est en totale confiance. Il obéit à ces gens qu'on appelle la famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis j'y allais, sans trop savoir. Et puis Daniel, meneur d'hommes, chef d'orchestre, j'aime bien dire ce mot-là, parce que c'était ça. Hein. Lui était déjà en plein débat avec ces jeunes hommes. Donc, viens, Olivier, rapproche-toi, viens sur le lit. Tiens, regarde, t'as vu, lui, sa queue, elle est grosse. Oh, lui, t'as vu. Enfin, c'était que ça, quoi. Et là, au bout de quelques minutes, je répète, mais les images sont tellement présentes quand je vous en parle. Gérard qui entrouvre la porte, avec son petit sourire sarcastique. Ah, vous vous amusez bien. Il referme la porte, et là, Daniel envoie un des hommes, ou fait comprendre à un des hommes qui est présent, des jeunes hommes, pardonnez-moi, des jeunes hommes, va rejoindre Gérard, en fait. Encore une fois, il y a une vraie complicité entre eux, qui sera toujours là, d'ailleurs, et qui est encore là aujourd'hui, la preuve. Aujourd'hui, ils sont mariés.
Donc, vous voyez, j'apprends à grandir dans le silence. Quand les enfants de 10, 11, 12, 13, 14 découvrent la vie, les émotions, l'innocence, l'amour inconditionnel, la protection, et ben moi, c'est l'opposé. Vous me placez au pied d'un arbre et au lieu de m'ouvrir, à l'intérieur, je me renferme. Comme ça. 11, 12, 13, 14. Après, au bout d'un moment, il y a les drogues qui arrivent. Que eux, j'allais dire Daniel, mais que eux, dans leur complicité, me présentent. Le 1er juin, la feuille, l'herbe qu'on me présente à 12, 13 ans. Et derrière, on me laissera prendre toutes les drogues que je souhaite en leur présence. Toutes. Dès 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25. Parce que je continue à être invité lors de vacances. Parce qu'on le garde, ce petit junkie, on le garde sous l'emprise. Parce qu'un junkie, quand il parle, on ne le croit pas. C'est un drogué. Sauf qu'aujourd'hui, je vous parle en toute sobriété. Et c'est là où aujourd'hui, à mon âge, et puis tout le travail que j'ai fait et que je fais, avec mon psychiatre et mon psychothérapeute, c'est que je réalise en fait que tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde. Les mots exacts sont « ma famille était un réseau pédophile. Ma maman, mon papa touchaient de l'argent en espèces de mon oncle. Mon oncle les aidait plusieurs fois dans l'année en échange de « bon ben voilà, ton fils quoi. Ton fils quoi. » Lors d'un déjeuner de famille, Daniel me dit « alors montre-moi ton nouveau vélo » ou je sais plus quoi, qui est au sous-sol en fait. L'excuse c'était de m'emmener au sous-sol. Alors je lui montre le vélo, je me souviens, le fusil à plomb avec vous savez, le fusil à plomb qui traîne dans la maison avec la petite cible, machin. Et là, et ben là, il me sort, je sais pas comment dire, c'est bizarre, hein. On retourne en direction, on est au sous-sol, il y a 3 pièces en bas, on retourne en direction de l'escalier pour remonter. Et là, il ouvre sa braguette, il me sort son pénis en érection. Et mon job, comme d'hab, c'est de lui faire une fellation. Et c'était très choquant pour moi. Pourquoi j'en parle ? Parce que juste au-dessus, mes parents, mes grands-parents, la tante, la cousine, le petit frère et Gérard. Et je suis en train de faire ça, quoi. Et tout le monde est au dessert en train de manger la tarte citron meringuée de ma grand-mère avec le café. Et moi, je suis en train de faire ça en bas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une emprise psychologique de toute la famille. Ça va du petit frère, parents, cousines, Gérard, Daniel. Les seuls que je vais mettre à part, c'est les grands-parents. Ils vieillissent, ils vont partir, ils réalisent pas tout ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Vous essayez de vous en sortir comme vous pouvez, le temps passe, et en 2014, coup de théâtre, des policiers de la brigade des mineurs frappent à votre porte. J'entends cette sonnette en bas de la résidence, enfin de la sonnette extérieure de la rue. Et j'étais fatigué, je me souviens, je lui dis mais j'attends rien, je laisse, la personne va partir, ou si c'est la poste, ou j'en sais rien, j'attendais rien. Donc j'avais pas de raison d'ouvrir, je me lève pas. Et puis ça sonne. Et à un moment donné, dans mon sommeil, je dis mais attends, mais là c'est à la porte quoi, ça toque à la porte quoi, plus à la sonnette en bas. Et là j'y vais. Je dis oui, c'est pourquoi ? C'est la police judiciaire. J'ai une convocation à vous remettre en main propre.
Et là, il me regarde, il me dit « Ah, je crois que vous avez compris ». Je le regarde, je lui dis « Vous me parlez de l'enfance ». J'accepte cette convocation. Et là, ça dure quasi 2 jours, je crois, je sais plus, mais c'était super long. D'ailleurs, il me dira, le policier Olivier, vous savez, ici, la plupart des plaintes que je prends, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dure pas des heures ou des jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me dit, vous pouvez pas rester comme ça. Le mec, j'avais un humain en face de moi. Il me dit, mais vous pouvez pas rester comme ça. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on vient de faire, là? On faisait des pauses cigarettes au bord de Seine, là, la brigade des mineurs, à l'époque, quand elle était sur les quais des Orfèvres, c'était à côté de l'hôtel de ville, hein, c'est ça? Et on faisait des pauses sur le balcon tous les deux. Et il me dit, mais vous réalisez tout ce que je tape, là? Tout ce que je tape, je suis désolé, quoi. Vous pouvez pas rester comme ça, quoi. Là, j'avais un policier qui attendait de moi que je parle de tous mes traumas, quoi. De tout ce que j'avais vécu. Les abus, les viols, les orgies, la drogue, comment c'est arrivé, enfin, tout ça, quoi. C'est eux qui sont venus réveiller ces traumas. Pourquoi je dis réveiller? Parce que dès l'âge de 13 ans, 12-13 ans, quand la drogue arrive via les mains de Daniel, et complicité de Gérard, j'insiste, et qu'on va me laisser me droguer de plus en plus pendant des décennies, de plus en plus. En fait, ça va me permettre d'anesthésier, me permettre à moi d'anesthésier, et à eux peut-être d'utiliser encore plus la personne que j'étais, enfant, jeune adulte, etc., etc. De manière, il va crever dans pas longtemps, de toute manière. Il est excessif dans tout, il est excessif dans les drogues, dans l'alcool, donc il va crever à un moment donné. Donc les policiers, avant de venir toquer à votre porte, ils vous avaient mis sur écoute, c'est ça? Alors je ne sais pas si c'est avant de venir toquer à ma porte, ou après, ou pendant. En tous les cas, à la fin, en 2016, quand ils ferment le dossier, en me disant, bah nous, on ne peut pas aller plus loin, pour le moment, il y a prescription, ok. Donc, sur la première couche, hein, cette première étape, ils me disent, voilà, ça fait 2 ans qu'on vous écoute. Dominique, au bureau, juste là, tous les matins, quand elle arrive au bureau, elle écoute vos conversations téléphoniques depuis 2 ans. Et là, les deux me regardent et me disent clairement, enfin, me disent comme ça, Olivier, votre histoire, elle pue la vérité. Ça fait 2 ans qu'on vous écoute. Ça pue la vérité, ce qui vous est arrivé. Voilà. Et pourtant, ça a été classé. Il n'y a eu aucune suite judiciaire suite à ces auditions qui étaient accablantes, où vos déclarations étaient précises, circonstanciées, sur des violences subies pendant des années. Avec des adultes qui sont censés vous protéger, ce que l'on appelle la famille. Finalement, que savez-vous de Kevin Fromont, qui est le fils adoptif de Gérard Louvain et Daniel Moine, votre cousin? Cette enquête démarre sur le fils adoptif qui arrive dans les années 90, que Gérard va adopter. Et cette enquête démarre via cet enfant, où quelqu'un dénonce que cet enfant serait susceptible d'avoir été abusé ou violé ou agressé sexuellement par eux. D'accord? Et c'est là, lors de cette enquête, que des dizaines de personnes vont être interrogées et que le neveu arrive. Moi, dans les conversations. Et le policier, je dis, mais pourquoi moi? Et il me dit, parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Tout le monde me disait, le neveu, Olivier, le neveu, c'est évident. C'est évident quoi? que lui a été abusé ou violé, ou ce que vous voulez. C'est évident pour les gens, c'était évident. C'était un monde d'adultes acheté par Louvain. Vous réalisez ce que je suis en train de vous dire là? C'est une réalité. Louvain a toujours eu ce pouvoir avec l'argent. Donc les gens, sauf que quand on est devant un policier qui vous met un peu de pression pour parler, en général, ils savent faire, vous balancez. Donc le neveu, oui. Et en 2020... Je sais ce que vous allez me dire.
effectivement. En 2020, je lis ce livre, La Familia Grande. Je ferme la dernière page et je me dis, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'ai le droit de parler. Après avoir été abandonné par la brigade des mineurs, enfin, pas par la brigade des mineurs, par la justice. Et j'en parle autour de moi, à mes proches, mes amis, mon réseau, qui me disent, Olivier, avant d'engager une poursuite de justice, avocat, etc., tu peux déjà peut-être essayer de t'arranger, de trouver une solution avec eux à l'amiable. Et là, je me dis, ok, je vais les voir. Ils acceptent mon rendez-vous. Gérard Louvain et Daniel Moine? Oui, acceptent de me rencontrer dans leur maison, dans le sud de la France. Donc je les avais tous les deux en face de moi et je dis, voilà, on va parler de mon enfance. De ce que vous m'avez fait subir pendant des années, des étés entiers, des week-ends entiers, durant des années. Et là, j'ai Daniel qui reconnaît, avec un Daniel, tu te souviens, à Boulogne-Billancourt, ok. Gérard, tu te souviens, les vacances, les orgies, les trucs, Mais Olivier, pourquoi t'es là? Bah justement, on va y venir. Je suis venu vous voir pour essayer de trouver un accord à l'amiable entre vous et moi. C'est pas pour leur taxer de l'argent, c'est que je demande une réparation pour un préjudice subi. Vous comprenez, Clarisse? Un préjudice subi, gamin, et qui a duré des décennies derrière, avec une emprise. Ok? Et donc, là, j'ai un oncle qui se lève de la table. J'avais Daniel Gérard en face de moi. J'ai mon oncle qui se lève, comme ça, qui vient me pointer le doigt devant moi et qui me dit « Mais de toute manière, moi, je t'ai jamais mis ma bite dans la bouche. Alors tu vois ça avec Daniel. » Pardon? Là, j'étais à bout quand il me dit ça. J'avais envie de me lever, de le prendre et de lui mettre la tête dans sa piscine et de plus jamais le relever. Je ne l'ai pas fait, mais je vous avoue que l'envie était là, quoi. Sous 5-6 jours, j'avais un mail. Oh, alors un mail de manipulation. Hein. Oh, on est très content de t'avoir revu, en forme. Oh, c'était un plaisir de te voir. La réalité était tout autre face à moi. Et ils me disent, on sera à tel jour, à telle heure, voyons-nous dans cet hôtel, etc., etc. La veille du rendez-vous dans l'hôtel, je me dis, attention Olivier, il peut encore claquer la porte et partir. Donc, je me dis, 1h du matin, n'arrivant pas à dormir pour ce rendez-vous le lendemain à Paris dans le 8e, je me dis, allez, fais une lettre. On parle d'une vie, on ne parle pas de négocier une production, on parle d'une vie humaine, ma vie, et notre avenir à tous les trois. C'est-à-dire que, vous imaginez, je gardais encore de l'espoir de recréer un lien avec eux. Enfin, voilà, moi, j'étais toujours dans le côté, voilà, j'y crois, quoi. Là, voilà, je sais pas quoi vous dire. En gros, l'argent que je demande, je dis, j'aurais pu la gagner depuis que j'ai l'âge de 25 ans. Parce que si vous ne m'aviez pas abîmé, j'aurais gagné ma vie, j'aurais été responsable, autonome, j'aurais peut-être pu fonder une famille aussi. Ce n'est pas une réparation égoïste si je suis là devant vous. C'est pour tous les trois qu'enfin nous soyons en paix avec ce passé. Il est où le chantage? Sur leurs fameux 2 avocats qui ont pendu ça sur les plateaux télé en disant que je faisais du chantage. Moi, je la lis, hein. Eux l'ont pas lu, hein, sur les plateaux télé. Hein. Je continue. Le passé, on ne peut pas l'effacer, mais on peut vivre en paix avec lui. Gérard, Daniel, je me suis réparé et pardonné avec mon passé de toxicomane, grâce à un long travail personnel sur moi-même de plusieurs années. Cependant, avec vous, je peux vous assurer que je ressens toujours une injustice. Est-ce normal? C'est toujours du chantage, ça, pour vous, mesdames les journalistes? Merci, je continue. Ce que j'ai fait pour moi, me réparer pour la toxicomanie,
et me pardonner. J'oublie, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez aussi le faire pour moi, mais aussi pour vous, pas que pour moi. Olivier Agredano. La fameuse lettre là, que je viens de vous lire. Je dis Gérard, j'avais même préparé une petite lettre pour toi au cas où tu t'énerverais et tu partirais. Il me dit, tu peux te la montrer? Je dis, bien sûr, je peux te la montrer. Je lui lis ce que je viens de vous lire. Et il me dit, tu peux me la laisser, tu peux me la donner? Je dis, bien sûr, c'était pour toi au cas où tu t'énerverais et que tu partirais. Ah, très bien. Regardez bien ce que je vais faire, Clarisse. Il la met dans la poche, dans son blazer, Clarisse, comme ça. Et là, il se lève et il me dit, ça, c'est pour l'avocat. Pardon? Pardon? J'ai pas compris, là. Avec le sourire sarcastique. Ça, dans le service de blazer, comme ça, c'est pour mes avocats. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors de ce rendez-vous où il monte dans un taxi avec Daniel pour aller déjeuner avec je ne sais qui. J'appelle mes proches. Et là, qu'est-ce qui se passe, d'après vous? On me dit, Olivier, appelle tel avocat, ne reste pas seul, viens, retrouve-nous, etc., etc. Et de là, l'avocat que je rencontre très rapidement me dit, Olivier, on va déposer plainte. Je dépose plainte en 2021 avec un premier avocat. Viol, agression sexuelle et en rapport avec les PV de 2014 où j'avais été interrogé pendant des heures sur des dizaines de pages. D'accord ? Le tribunal me répond le 17 janvier 2022, prescription, trop tard. Okay. Je rencontre un autre avocat qui lui me dit non, je ne suis pas d'accord, on va reporter plainte. Donc plainte avec constitution de partie civile en 2022. D'accord ? On relance la machine. En tout cas, là, il se passe quelque chose. Je reçois par courrier cette convocation du cabinet David Gorecki, juge d'instruction. Je vous invite à vous présenter devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, cabinet J1303, le 8 janvier 2024 à 10h. Mon avocat, ça tombe à lundi. Je m'en souviens, c'était un dimanche soir, je reçois à 23h un SMS ou mail de mon avocat qui me dit « Non, n'y allez pas, il est malade ». Et depuis, plus rien. Je n'ai jamais eu le droit à cette convocation à ce jour. Je me sens encore et toujours abandonné par le système judiciaire. Clarisse, quand la brigade des mineurs est venue chez moi me chercher en 2014, et que j'ai pris ma décision de parler, d'accord, de tout ce que j'avais vécu pendant des années et des décennies, je me suis dit, ok, enfin de l'aide, enfin, tu vas pouvoir parler et la justice va t'aider. J'attends toujours. Dans cette affaire, il y a d'autres victimes, d'accord ? Dont une personne que tout le monde ignore, qui est le fils adoptif de Gérard Louvain, qui dépose plainte en 2024, d'accord ? Et qui fait sauter la prescription de nous tous, de moi, certes, puisque je suis là pour moi aujourd'hui, mais des autres aussi. Ce que je souhaite à cette personne, le fils adoptif de Gérard Louvain, c'est vraiment d'être heureux, quoi, de pouvoir enfin être en paix ou en paix, tout simplement, d'être une personne heureuse, quoi. Parce que je sais à qui il a eu affaire depuis le jour où il a mis le pied en France, dans leur maison, sous leur toit. Et je peux vous dire que ça n'a pas dû être une mince affaire, quoi. Parce que quand il est arrivé en France,
moi, j'ai commencé à être mis sur le bas-côté. Et franchement, moi, j'allais mal pendant ces années-là. J'étais mal, j'étais drogué, tout ce que vous voulez. Et j'arrivais à avoir de la tristesse pour ce gamin, en me disant, mais qu'est-ce qu'il va subir? Oh là 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 là, après tout ce qu'ils m'ont fait. Alors, si vous voulez, quand j'apprends qu'il porte plainte en 2024, je crois, waouh, quel courage à cette personne également. Pas que pour moi, elle aussi. Et quelque part, je me réjouis, je me dis, waouh, ce que Dupond-Moretti disait à la télé quelques années auparavant, dorénavant, toute personne non prescrite qui portera plainte fera instantanément sauter toutes les plaintes, toutes les prescriptions des victimes concernées. Passées, concernées. J'attends toujours. Aucune justice n'est faite. Rien. Eux, ils sont toujours sur les réseaux sociaux avec leurs vacances au Brésil, leurs vacances je ne sais où, leurs amis à voyager, à s'amuser. C'est ça, les lois françaises? C'est ça? C'est comme ça qu'on défend des victimes? Des victimes, parce que je ne parle pas de moi. Nous sommes plusieurs victimes concernées par ces deux personnes, ces deux monstres. Nous avons le droit à un procès équitable pour ce qu'ils nous ont fait subir. Les décennies qu'ils ont bousillées de ma vie. Les décennies. Nous ne sommes que de passage sur Terre. Vous imaginez quand je vous explique tout à l'heure que plus de 36 années de ma vie ont été bousillées, abîmées, pourries par ces deux personnes. Qu'est-ce que fait la justice ? Où est le procès équitable? J'appelle mon avocat tous les 2 mois ou tous les mois. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, mais ça devrait peut-être passer. Ah mais non, mais là je vais au tribunal, je vais peut-être en glisser un mot à la juge. Ah mais là, il ne se passe jamais rien. Ça fait des années. Donc on me remet en prison à l'intérieur? C'est ça la France? C'est ça la justice? Je dois réouvrir ma cellule et me remettre en prison à nouveau? Et pourquoi pas me redroguer pour finir par crever? Vous pouvez m'expliquer là? Qu'est-ce que vous attendez, vous, la justice, pour nous aider, nous victimes? Enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Daniel Moine, bonjour, c'est Clarisse Feltin pour Off Investigation. Je vous appelle car Olivier Agridano porte de graves accusations contre vous. Pouvez-vous nous rappeler rapidement car vous ne pouvez pas garder le silence? Merci. Cette personne n'est pas disponible. Si vous souhaitez laisser un autre message, veuillez répondre après le bip sonore. Olivier Agridano vous accuse de l'avoir violée pendant des années, durant son enfance. Ce sont des graves accusations. Nous avons besoin d'avoir votre position sur ces faits. N'hésitez pas à me rappeler à ce numéro. Je suis joignable jusqu'à la fin de la journée. On est en bouclage, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais ça fait vraiment des semaines qu'on essaye de vous joindre. Donc voilà, on compte vraiment sur votre parole. N'hésitez pas à nous rappeler, c'est vraiment important. Merci Daniel Moine. Suite à cet entretien, nous avons proposé à Gérard Louvain et Daniel Moine de les interviewer pour recueillir leur version des faits. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce reportage. Via un courrier de son avocat, l'ancien producteur de TF1 nous a fait dire qu'il n'avait jamais agressé sexuellement son neveu et qu'il était contrarié d'être associé à Daniel Moine dans cette affaire. À titre liminaire, nous tenons à vous rappeler que messieurs Gérard Louvain et Daniel Moine sont deux personnes différentes. Ils vivent ensemble, mais ont toujours fait chambre à part, et ils ont une totale indépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Monsieur Louvain entretenait de très bonnes relations avec son neveu, qu'il a toujours aidé professionnellement, jusqu'au moment où ce dernier s'est mis à lui demander de plus en plus d'argent. Monsieur Gérard Louvain n'a d'ailleurs absolument rien à se reprocher, il a toujours refusé de céder à ce chantage. Gérard Louvain,
nous a également fait dire qu'il ignorait que son fils adoptif, Kevin Fromont, dit Louvain, à qui il verse régulièrement de l'argent, avait porté plainte pour agression sexuelle. Monsieur Louvain n'est informé de l'existence d'aucune plainte qui aurait été déposée par son fils adoptif, Monsieur Kevin Louvain. Il s'est toujours occupé de son fils avec beaucoup d'attention et il est aujourd'hui en très bon terme avec lui. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor, ni actionnaire extérieur. Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur tous les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent. Et c'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur offinvestigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.